les remakes dans tous leurs états, par Deep Right All Night. 1. Première partie, il faut sauver le soldat Pasqua. Le soleil venait à peine de se lever, sa lumière perforant sous un mauvais pli, son crâne. Charles Pasqua cherchait encore entre les tanks enfoncés dans le sable le rat des vaincus évanouis. Il était là, sur cette plage de Normandie, où il avait suivi son général entraînant des pieds d'abord. Ce fut donc ici qu'il eut son premier sentiment d'omelette nauséeuse avariée au fond du ventre. Encore coincé dans son bunker d'où il n'osait sortir, il avait vécu l'horreur de la guerre contre les X-Men. Avec sa mitraillette d'assaut, il avait réussi à abattre une centaine de mutants lors de leur débarquement. À présent, le champ de bataille était vide. Un éparpillement de charognes jonchait le sol, et d'ailleurs une odeur de putréfaction lui parvenait jusqu'au sein du blockhouse. Les deux armées, louées pour leur fulgurante ardeur au combat, avaient rejoint, main dans la main, soldat après soldat, le Styx. Ils s'étaient entretués en laissant Charles Pasqua au milieu de cette désolation. Ce fut ainsi, dans ce contexte, qu'un ballon d'hélium se pointa, volant au-dessus de l'océan Atlantique dans la direction de Pasqua. Plus précisément, c'était le Breitling Orbiter 3, un hybride entre la montgolfière et le ballon à gaz que les aéronautes Bertrand Maubeuge et Indiana Jones pilotaient. L'aventurier archéologue, étant à la recherche de l'herbe des X-Men, marijuana cachée dans leur coffre-fort davantage connu sous le nom de mongolienne, il projetait de faire escale sur la plage normande, sans se douter que Charles Pasqua était aux aguets, ce féroce sniper encore vivant, et surtout déterminé à tirer, si l'occasion se présentait. Descendant la nacelle jusqu'à la grève, Bertrand Maubeuge fut le premier à poser les pieds sur la terre ferme, tandis que Pasqua l'observait à travers le viseur, agenouillé sur la dalle froide, prêt à ouvrir le feu. Sans s'apercevoir du danger qui le guettait, Maubeuge se dirigea de son côté, et Pasqua contre toute attente ne rata pas sa cible, la tête de Maubeuge explosa comme une pastèque. Indiana Jones, alerté, regagna rapidement l'aéronef pour se mettre à l'abri, et décoller aussitôt pour la Nouvelle-Zélande. 2. Deuxième partie, allô, qui est à l'appareil? Ou la vengeance masquée? Sa pensée vagabondait, traversant cette époque où Charles Pasqua était devenu un héros militaire, décoré de nombreuses médailles. Même de loin, il brillait comme un miroir de bordel. Cependant, son seul regret ne s'éteignait jamais, il n'avait pas eu la peau de Satine Indiana Jones, ce connard avait réussi à lui échapper. Il finissait son ballon de Porto Blanc, à l'écart dans sa grande bibliothèque, parfois il laissait échapper des volutes de fumée avec son cigare de Cuba. Des pluies torrentielles tombaient silencieusement depuis des semaines, ce qui obligeait Pasqua à rester sagement dans son manoir, en attendant l'arrivée des beaux jours. Assis confortablement dans un bon fauteuil anglais, il lisait Le 7e Cercle, ce roman policier d'Andrea Japp. Ainsi, il dérivait lentement dans la suavité de son cocon, la dernière goutte de Porto glissant paresseusement au fond de son gosier, lorsqu'un appel masqué se fit entendre sur son téléphone portable. Il eut l'inconséquence de répondre. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Dites-moi votre nom, je vous donnerai le mien. Non, pas la question. C'est quoi ce bruit? C'est le popcorn qui grille. Moi, j'en mange qu'au cinéma. Ben justement j'allais regarder une cassette. Ah oui, laquelle? Oh, je sais pas encore, peut-être un film d'horreur? Vous aimez les films qui font peur? Homme. Je ne sais toujours pas votre nom. Ça vous avancerait à quoi de le connaître? J'aime bien savoir qui je regarde. Soudain le silence se mit à rire, c'était un silence qui rendait du sale. D'une noirceur d'ébène, ce rire gagna la bibliothèque où se trouvait Pasqua, puis ce fut l'extinction totale des lumières. 3. Troisième partie, enquête qui piétine et Jean-Marc piétiné. La police avait scellé les portes du manoir de Charles Pasqua. Un périmètre délimitait la zone d'investigation. Mais qui avait assassiné lâchement Charles Pasqua cette nuit? Personne ne le savait, aucun suspect n'était encore connu. Le vide nébuleux. Les enquêteurs piétinaient dans la semoule, sous un chapiteau dressé dans le jardin de la propriété, on s'escrimait à employer un jargon médico-légal autour du corps de la victime éventrée à coups de couteau. On croyait à tort que le meurtrier faisait partie de cette catégorie de tueurs en série, alors qu'il ne s'agissait que d'une simple et banale vengeance. Autant dire qu'on se croyait en plein film d'horreur. Les motivations qui avaient poussé le coupable à agir avaient été attribuées à Nadir Sedrati, surnommé également le dépeceur du canal. Son profil meurtrier correspondait simplement à la localisation régionale, et l'on pensait injustement qu'il n'avait pas eu le temps de balancer le corps dans le canal de la Marne, comme à son habitude. Autrement dit, l'enquête avait foiré d'avance. Les années passèrent, lorsqu'un jour funèbre, on repêcha à l'aide d'une grue la voiture d'Indiana Jones arrimée à un treuil, qui gisait au fond de ce même canal. C'était un vieux taco de collection presque entièrement dissocié de sa carrosserie. L'antiquité avait rouillé au fond de l'eau. Au début, on avait attribué sa conduite dangereuse aux excès, qu'il aimait se livrer régulièrement, notamment cet étrange cannabis dont il était fan. Ses mallettes noires dans le coffre de la bagnole en contenaient quelques kilos. Mais l'affaire Pasqua fut relancée, lorsque l'on découvrit l'arme blanche, qui avait servi au crime antérieur parmi ses affaires.
Aussitôt on avait appelé d'urgence l'inspecteur Gadget. Il n'était pas de service ce jour-là, il reçut l'appel alors qu'il regardait avec son fils un spectacle de clown et de ventriloque. On lui avait annoncé la nouvelle alors que Jean-Marc, la marionnette de Jeff Panaclock, effectuait du haut de son plongeoir un saut de l'ange avant de retomber dans une bassine où un joyeux drill lui tapait sur le crâne avec une guitare en plastique. L'inspecteur Gadget et son fils n'eurent pas le temps d'assister à la fin du massacre du pauvre chimpanzé, ils partirent immédiatement. 4. Quatrième partie, le dernier hommage à Charles Pasqua. Sainte-Belgébeuse, cette église néogothique, qui ressemblait à l'obsession d'un architecte bien trop mégalo, recevait en cette canicule estivale la cérémonie de toutes les abominations métaphoriques. On pouvait puiser d'une inhumation, les discours élogieux en faveur de Charles Pasqua s'en donnaient à cœur joie. Même les pires ennemis de Pasqua avaient versé leurs petites larmes hypocrites, comme sidérés par ce drame qui s'était abattu brusquement. Le prêtre imprimant le tempo, la cérémonie passait en direct à la télé, ce fut ainsi qu'un présentateur de JT, en s'attardant un peu trop longtemps sur les mérites et les qualités de Charles Pasqua, avait endormi à lui seul tout son auditoire. Merveilleux prestidigitateur. Le convoi quitta Sainte-Belgébeuse, en direction du cimetière, alors que la mousseline blanche des azalées pleuvait abondamment. C'était beau et magique comme dans un film romantique. Au cimetière, les oraisons funèbres revenaient sans cesse sur cette période où Charles Pasqua était représenté et décrit comme l'unique sauveur de la patrie. Les politiciens nous parlaient une langue ancienne, inconnue, leurs paroles, qui étaient bien trop hermétiques pour notre bon sens, nous berçaient, nous étions languissants, et soumis comme à l'intérieur d'une serre chaude. Sous la terre noire, le cercueil de Pasqua disparut, spectateur désabusé, j'avais noté au passage du convoi que des castres l'avaient été accrochés au corbillard, produisant un boucan d'enfer. À mes yeux, ce fut ainsi qu'on rendit de la meilleure façon le dernier hommage à Charles Pasqua.